Bien, donc ces canaux et ces détroits sont des lieux hautement stratégiques du commerce maritime mondial, hein. Mais le problème, c'est que comme vous avez de plus en plus de navires qui circulent à la surface des mers et des océans, et que ces canaux et ces détroits sont par nature des lieux très fréquentés et étroits, eh bien, il y a un risque de saturation de ces seuils, c'est-à-dire que, il risque d'y avoir, trop de navires qui passent, par ces canaux et par ces détroits, avec des risques de collision, et donc de pollution. Parce que si 2 navires se heurtent ou bien si un navire heurte, une côte, eh bien, il risque de provoquer, par exemple, une marée noire. Vous voyez, par exemple, qu'il y a eu, de très nombreux accidents, pétroliers qui sont symbolisés sur cette carte qui nous montre l'impact des activités humaines sur les espaces maritimes. On voit qu'il y a eu de très nombreux accidents pétroliers et bien, sur la route maritime qui relie les côtes européennes avec des navires très célèbres qui ont coulé provoquant d'immenses marées noires comme le Torrey Canyon en 67, la Moco Cadix en 1978, le Prestige sur les côtes françaises en 2002. On retrouve de nombreuses pareils accidents pétroliers dans l'Asie de l'Est, hein, notamment près du détroit de Malacca. On en trouve également beaucoup au sud de l'Afrique, au niveau du cap de Bonne-Espérance, et également près du détroit d'Ormuz. Donc ces seuils sont surfréquentés et il risque donc d'y avoir des accidents. Euh, ce n'est pas un risque rare, hein. Malheureusement, la France a été touchée plusieurs fois, hein. On pense notamment au problème, comment dire, au naufrage de l'Erika ou au naufrage du Prestige sur nos côtes qui à chaque fois ont provoqué d'importantes marées noires. Donc, pour essayer de lutter contre cela, eh bien, les hommes tentent d'élargir, par exemple, des canaux, comme ici cette photo qui vous montre l'élargissement du canal transocéanique de Panama, qui permet de passer de l'Atlantique au Pacifique. Donc, on vous dit que de long d'une longueur long de 80 km, ce canal était limité jusqu'en 2016 aux navires qui pouvaient contenir 5000 conteneurs, car il était trop étroit, notamment au niveau des écluses. Les écluses, ça permet de passer d'un niveau supérieur d'eau à un niveau inférieur et vice-versa. Et dorénavant, après les travaux, eh bien, le canal est désormais ouvert à un gabarit qui peut aller jusqu'à des navires de 13 000 conteneurs. Donc, ça permet également de réduire l'attente des navires avec une troisième voie qui a été ouverte et donc d'accélérer eh bien, le passage des navires et de limiter les risques d'engorgement de ce seuil qui est ce canal de Panama. Euh, les routes, alors ici, pardon, vous avez une autre photo du canal de Panama, hein, qui vous montre un peu l'étroitesse qu'il peut y avoir entre les berges du canal et le passage des navires, hein. Il y a à peine parfois quelques dizaines de centimètres qui séparent le bord des navires. Et ce sont des missions attribuées à des personnes extrêmement spécialistes, car ce sont des manœuvres, vous imaginez, hautement à risque, surtout que le canal et d'une longueur de 80 km. Donc ça multiplie quand même les risques. Alors ces routes maritimes, hein, elles ne se sont pas aussi installées entre guillemets totalement par hasard là où elles se sont installées, hein. Elles tiennent compte de nombreuses contraintes physiques et pas seulement que des contraintes économiques, hein. Elles tiennent compte de la nature des côtes, elles tiennent compte de la nature des vents qu'il peut y avoir dans la région et qui pourraient restreindre la navigation. Elles tiennent compte de la présence ou non de courants océaniques, hein, bien sûr. Elles tiennent compte évidemment de la profondeur, parce qu'il faut des eaux suffisamment profondes pour que des navires de plus en plus grands puissent passer. Elles tiennent compte par exemple de l'existence ou pas de glace. C'est pour ça qu'on parle de l'existence bientôt de deux, voire trois nouvelles routes transocéaniques. Ça sera la route du nord-est et la route du nord-ouest, qui permettront de réduire les distances de l'Amérique à l'Asie et de l'Europe à l'Asie. Et elles tiennent compte également de l'existence de récifs, notamment que ce soit des récifs coralliens ou des récifs rocheux qui risqueraient de rendre dangereuse la circulation. Donc du coup, les routes petit à petit se sont imposées et c'est pour ça qu'en quelque sorte, on peut les dessiner sur la carte
de façon évidemment symbolique, puisque quand vous êtes sur un navire, vous n'avez pas une signalétique qui vous dit que vous êtes sur une route, mais si on se basait sur les coordonnées GPS des navires, par exemple, eh bien, on pourrait retrouver ces routes par les signaux GPS, par exemple, des navires. On verrait qu'ils empruntent toujours les mêmes routes maritimes, c'est-à-dire des zones qui sont facilement accessibles par les navires, qui ne présentent pas trop de dangers physiques, où les courants, les vents ne sont pas trop violents, où les côtes qui peuvent accueillir les ports sont des côtes plutôt agréables. Et ces routes doivent également tenir compte de certains aléas géopolitiques, hein, en fonction de la situation politique qui peut évoluer au sein des pays, et notamment aussi de l'insécurité qui peut exister dans certaines régions. Je pense au détroit de Malacca, sur lequel on va revenir, et particulièrement aussi au détroit de Bab el-Mandeb qui commande l'entrée de la mer Rouge, où dans les années 2008, l'opération Atalante a dû être mise en place par des pays européens, le Japon et différentes grandes puissances pour essayer de lutter contre la piraterie, et notamment la piraterie somalienne, car la piraterie peut être un frein justement au transport maritime et ce qui explique aussi pourquoi certaines routes vont contourner certaines zones qui peuvent être jugées trop dangereuses. On vous les indique ici en marron, par exemple, les zones de piraterie. Vous voyez que dans l'ouest de l'océan Indien, il y a beaucoup de zones de piraterie, de même que dans le golfe de Guinée, dans la mer des Caraïbes. Donc parfois, certaines routes vont faire un détour pour éviter cette zone, et puis parfois, elles ne peuvent pas. C'est le cas ici ou ici. Donc, il va falloir assurer la sécurité. Et ça va être le point suivant, c'est le fait que certains pays vont chercher à sécuriser les routes maritimes, mais aussi à s'assurer leur domination sur les mers et les océans. Alors, on a notamment deux pays aujourd'hui qui sont en train de s'affronter, hein. C'est la confrontation qu'il y a entre la Chine et les États-Unis, notamment en Asie du Sud et de l'Est. Il faut savoir que les Américains, par le biais de leurs porte-avions, de leurs sous-marins et de leurs bases navales, hein, ces bases navales, vous voyez, ils en ont un peu partout, hein, que ce soit en Corée du Sud, à Okinawa au Japon, dans le Pacifique à Guam, au nord de l'Australie à Darwin, à Singapour, au Pakistan, en Afghanistan. Alors là, ce ne sont pas des bases navales, mais ce sont des bases terrestres. Mais ces bases, comme à Diego Garcia, vont permettre de sécuriser les transports maritimes américains et d'imposer aussi la puissance américaine dans cette région hautement stratégique dans laquelle on a vu passer l'une des principales routes maritimes mondiales. Les Chinois également vont chercher à développer une stratégie de surveillance et de sécurisation de leur transport maritime par le biais d'un certain nombre de bases ou de facilités militaires qui vont constituer ce qu'on appelle le collier de perles. Alors, vous voyez, les îles Parcelles, les îles Spratleys, vous avez les îles Coco, Chittagong au Bangladesh, etc. Vous voyez, ça fait tout un trajet en fait qui va être sécurisé par des bases militaires chinoises et qui ressemble en fait à un collier de perles. C'est pour ça qu'on appelle cette stratégie la stratégie du collier de perles. Donc vous voyez que ces deux grandes puissances vont se confronter dans l'Asie de l'Est et du Sud pour assurer la sécurité de leur transport maritime et également montrer leur puissance dans cette région hautement stratégique, puisque, encore une fois, c'est dans l'Asie de l'Est que sont fabriqués un grand nombre de produits manufacturés dans le monde et qui sont exportés dans le monde entier. Et donc, il importe à ces deux grandes puissances de s'assurer en quelque sorte de leur domination dans cette région. Euh, alors, pour s'assurer la domination dans cette région, la Chine va construire des bases hein, et va se heurter à ces pays limitrophes comme le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, qui elles aussi revendiquent un peu leur domination sur cette mer qui s'appelle la mer de Chine méridionale. Et donc, il va y avoir de nombreuses tensions où la Chine va montrer sa force et parfois de façon militaire, hein, en faisant des manœuvres militaires fortement médiatisées pour montrer à tous que c'est elle qui domine cette zone. Alors ici, vous avez l'exemple d'une transformation d'un récif par les Chinois en base militaire, hein. Donc c'est une façon pour la Chine de s'approprier la mer de Chine et notamment l'archipel contesté des Spratleys, qui est au sud de la mer de Chine. Et donc Pékin, vous voyez, a transformé cet îlot en véritable porte-avions qui est impossible à couler, puisque ce n'est pas vraiment un porte-avions, c'est un îlot. Et vous voyez comment cet îlot, qui à la base était un îlot corallien, a été progressivement bétonisé
pour être transformés en véritables porte-avions sur lesquels donc les avions de guerre chinois peuvent se poser. Et forcément, ces images satellites inquiètent les Américains et s'inquiètent de la volonté expansionniste des Chinois. Alors les îles Spratleys, hein, vous les avez ici, vous voyez vraiment, on est au sud-sud de la mer de Chine, on est beaucoup plus proche de Singapour, de la Thaïlande et du Vietnam que de la Chine. Et pourtant, la Chine revendique cette zone, et c'est pas totalement un hasard, c'est parce que les navires chinois passent par ici et parce que ces zones également sont riches en richesses sous-marines, en pétrole, etc. Et donc les Chinois voudraient mettre la main sur ces eaux territoriales. Alors, les routes maritimes ne sont pas les seuls enjeux de la domination et des mers et des océans, hein. Les mers et les océans sont également parcourus par un important réseau de câbles sous-marins, hein. Il y a environ 500 câbles sous-marins qui existent. Alors, c'est pas d'aujourd'hui qu'ont été créés les premiers réseaux de câbles sous-marins, hein. Le premier câble sous-marin qui a été installé, c'est en 1858. C'était un câble qui était transatlantique, qui reliait l'Europe à l'Amérique et qui était un câble qui servait à faire passer le télégraphe. Vous savez, trois petits points, trois petits traits, trois petits points, c'était une façon de coder les lettres pour pouvoir communiquer. Donc ça permettait de transférer des informations des États-Unis ou de l'Amérique du Nord en tout cas jusqu'à l'Europe. Eh bien aujourd'hui, des câbles sous-marins, il y en a évidemment énormément et ces câbles sous-marins, vous le savez, sont essentiels à la mondialisation car ils vont permettre de transporter eh bien, toutes les informations par le biais d'Internet, de la téléphonie, et ils assurent au total 95% des communications internationales. Donc là, vous avez l'exemple du cloud de Google qui est sous-marin. Vous connaissez le cloud, j'imagine. Et on voit que ces réseaux de câbles sous-marins permettent de relier principalement, encore une fois, les trois pôles économiques principaux dans le monde, donc l'Asie de l'Est, l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest, chose que l'on retrouve sur la carte précédente, hein. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup plus de câbles sous-marins entre l'Amérique du Nord, l'Asie, non, pardon, l'Amérique du Nord et l'Asie, et l'Asie et l'Europe, c'est-à-dire les trois pôles hein, de la triade, hein, l'Europe de l'Ouest, l'Asie de l'Est et l'Amérique du Nord, et que finalement, eh bien, les pays du Sud ou les pays émergents sont en quelque sorte euh, sous la domination de ce réseau principal et doivent se connecter à ce réseau principal. Donc ça aussi, c'est un objectif de la domination des mers et des océans. Et ça vous montre aussi que les mers et les océans sont un enjeu pour la communication mondiale. Alors, ces câbles sous-marins, parfois, ils posent problème, comme en 2013, lorsque avec ce qu'on a appelé l'affaire Snowden, qui était un ancien agent américain de la NSA, donc des services secrets, qui a révélé en fait que les services secrets américains, en fait, espionnaient les communications Internet via les câbles sous-marins. Donc ça vous montre que les câbles sous-marins également sont un enjeu d'espionnage, donc un enjeu extrêmement important de la sécurité internationale des États, puisque l'on peut écouter les informations, on peut finalement espionner son adversaire, et vous savez qu'espionner son adversaire, c'est avoir un coup d'avance. Alors là, vous avez une illustration du câble, hein, un schéma et navire pour la pose des câbles. Donc vous voyez, hein, ces câbles, ils sont posés et parfois ils font plusieurs milliers de kilomètres de long, hein. Et ces câbles sous-marins, ils sont équipés de fibres optiques. Ce sont des énormes câbles, hein. Et le laser, il est envoyé à la vitesse de la lumière depuis un récepteur à un autre situé à l'extrémité du câble. C'est-à-dire de ce point à ce point, il y a un laser qui est envoyé et, et ces câbles, ces fibres optiques qui passent dans les câbles de la taille d'un cheveu et qui sont enveloppés dans des couches de plastique et de brins d'acier afin de résister aux déformations des fonds de la mer et de la pression de l'eau, vont permettre donc à l'information de circuler extrêmement rapidement sur des milliers de kilomètres de distance. Donc vous comprenez que ces câbles sous-marins sont vraiment indispensables à notre communication aujourd'hui au sein de la mondialisation et vous ignoriez sans doute que le fond des océans a été tapissé d'énormes câbles sous-marins qui étaient répandus d'un point à un autre. Voilà, nous en avons fini pour ce cours aujourd'hui. Je vous retrouve demain et je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes.